On traite dans ce chapitre mathématique en analyse un cours sur les ensembles et les relations. Pour ce qui est des ensembles, un ensemble est constitué d'éléments ou d'objets ayant une ou plusieurs propriétés communes. Exemple, l'ensemble des droites dans un plan donné D, l'ensemble des polygones P, l'ensemble des points sur une droite X, ou bien l'ensemble des étudiants d'une promotion. Enfin, un ensemble des entiers naturels ou des entiers relatifs. Comme on a défini un ensemble E, on définit également un sous-ensemble A, qui est autre qu'une partie de l'ensemble E, c'est-à-dire tout élément de A appartient à l'ensemble E. Dans ce schéma, on trouve un ensemble E et une partie de A. Cette partie de A est incluse dans l'ensemble E. Il y a une autre partie qui est une partie de non A, c'est-à-dire la partie non A plus la partie A donne l'ensemble E. On dit que deux parties sont égales si et seulement si tout élément de A appartient à B et tout élément de B appartient à A. Une partie qui n'a pas d'élément est un ensemble vide. Il existe deux opérations fondamentales appliquées aux ensembles, qui sont l'addition plus et la multiplication étoile, dont leurs propriétés respectives sont les suivantes. La commutativité, l'associativité, l'élément neutre, l'élément symétrique et la distributivité. On dit qu'une loi est commutative lorsque A plus B est égal à B plus A. Pour ce qui est de la multiplication, A multiplié par B est égal à B multiplié par A. Pour ce qui est de la associativité, A plus, entre parenthèses, B plus C égale, entre parenthèses, A plus B plus C. Pour ce qui est de la multiplication, on a A multiplié, entre parenthèses, B multiplié par C égale, entre parenthèses, A multiplié par B multiplié par C. Les éléments neutres de la multiplication et de l'addition, pour ce qui est de l'addition, c'est 0, c'est-à-dire A plus 0 est égal à 1, et pour la multiplication, c'est 1, c'est-à-dire 1 multiplié par A est égal à A multiplié par 1 est égal à A. L'élément neutre, l'élément symétrique, de l'addition, c'est l'opposé, c'est-à-dire A plus A' égale l'élément neutre, égal à 0, c'est-à-dire A' est égal à moins 1. Pour ce qui est de la multiplication, c'est 1. A multiplié par A' est égal à 1, ce qui donne A' est égal à 1 sur A. Ça veut dire l'inverse. La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. On a A multiplié par B plus C est égal à A multiplié par B plus A multiplié par C. Enfin, on trouve certains signes spéciaux utiles pour les ensembles, ce qu'on appelle les quantificateurs. Il existe deux quantificateurs essentiels, l'un universel, l'autre existentiel. L'universel, c'est quel que soit x, c'est-à-dire tout x appartenant à E. On dit que quel que soit l'élément x appartenant à A. Pour l'existentiel, il existe x appartenant à E, c'est-à-dire il existe au moins un x appartenant à A. Pour ce qui est de l'égalité des deux parties qui appartiennent à E, on dit que si A égale B implique que quel que soit x appartenant à A, x appartient à B. Et quel que soit x appartient à B, x appartient à A.
L'appartenance. L'appartenance, c'est lorsque X il appartient à une partie. Par exemple, il appartient à E. L'élément X appartient à l'ensemble E. Il fait partie de ces éléments. L'inclusion. L'inclusion, on parle de l'inclusion lorsqu'on parle d'une partie est incluse dans E. C'est-à-dire, la partie A est incluse dans E et implique quel que soit X appartenant à A, X appartenant à E. L'union. L'union, on fait l'union de deux parties A et B. Les deux parties appartiennent à E. Faire union des éléments de A et ceux de B, X appartient à A union B, implique que X appartient à A ou X appartient à B. L'intersection. L'intersection entre deux parties A et B, les deux parties A et B appartiennent à E. Donc A inter B, ça veut dire élément commun appartenant à A et à B. X appartient à A inter B implique que X appartient à A et X appartient à B. Pour ce qui est du complémentaire, qui dit complémentaire dit non A. C'est le complément de A dans E. Une partie A appartenant à E, on appelle ça le complémentaire ou bien le non N-O-N de A. Élément appartenant à E et n'appartenant pas à A. On dit aussi non A. X appartient au complémentaire de A implique que X appartient à E et X n'appartient pas à A. On définit également le nom du non A, le complémentaire du complémentaire de A, qui est égal à A. On peut expliquer les deux relations suivantes. Le complémentaire de A union B et le complémentaire de A inter B. Le complémentaire de A union B égale au complémentaire de A inter le complémentaire de B. Le complémentaire de A inter B égale le complémentaire de A union le complémentaire de B. Démonstration. On note le complémentaire de A, CEA, comme non A. X appartient au complémentaire de A, implique que X appartient à non A. C'est-à-dire il appartient à E et il n'appartient pas à A. X appartient au complémentaire du complémentaire A, implique que X appartient à non complémentaire A. Implique X appartient à non de non A. Ça veut dire X appartient à A. On peut démontrer aisément les deux autres formules de la même manière. L'une et l'autre des deux opérations suivantes, U, union et intersection N, sont commutatives et associatives. Elles sont distributives l'une par rapport à l'autre. On dit que A union B égale B union A. Et A inter B égale B inter A. Ou bien A union B union C égale à A union B union C, en déplaçant les parenthèses. Et enfin, A inter B, entre parenthèses, inter C égale à A inter, entre parenthèses, B inter C. Enfin, on trouve également la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. A inter, entre parenthèses, B union C égale A inter B union A inter C. Enfin, A union, entre parenthèses, B inter C égale A union B inter A union C. Démonstration. X appartient à A inter B union C implique que AX appartient à A et X appartient à B union C. Ce qui implique également que X appartient à A et X appartient à B. Ou bien
x appartient à A et x appartient à C. Ce qui veut dire que x appartient à A inter B ou x appartient à A inter C. Enfin, on trouve que x appartient à A inter B et non A inter C. On peut le faire également pour la distributive de l'union. X appartient à A union B inter C implique que x appartient à A ou x appartient à B inter C. Ce qui implique que x appartient à A ou x appartient à B et x appartient à A ou x appartient à C. Enfin, on trouve que x appartient à A union B et x appartient à A union C. Et enfin, x appartient à A union B inter A union C. L'égalité suivante reste valable pour les complémentaires de l'union U et de l'intersection. Ça veut dire qu'on l'applique pour les complémentaires. Le complémentaire de A union B est égal au complémentaire de A inter le complémentaire de B. Et le complémentaire de A inter C égale le complémentaire de A union le complémentaire de B. Exemple. Soit un ensemble E égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. A égale une partie de E, 2, 4, 6, les chiffres pairs. B égale 1, 2, 3, 4. A union B, on trouve, est égal à 1, 2, 3, 4 et 6. A inter B, on trouve 2 et 4. Le complémentaire de A égale 1, 3 et 5. Le complémentaire de B égale 5 et 6. Le complémentaire de A union B égale 5. Le complémentaire de A inter B égale 1, 3, 5 et 6. Enfin, on aboutit à une conclusion. Une partie est bornée est une partie qui appartient à E et qui est non vide. On dit que une partie est bornée, c'est lorsqu'elle est minorée. Ça veut dire qu'elle admet un minimum. Donc, A est minoré implique qu'il existe un f de A qui appartient à A. Ce f, ça veut dire inférieur. Et il est toujours inférieur à x qui appartient à A. L'inf de A est un élément inférieur de A. Dans les ensembles, inf est le minimum de cet ensemble A. Donc, si elle est minorée, elle est également majorée. On dit que A est majoré, ça veut dire qu'il existe un sup de A qui appartient à A. Le sup de A est supérieur ou égal à x appartenant à A. Sup de A est un élément supérieur de A. Dans les ensembles, sup de A est le maximum de cet ensemble A. Si A est majoré et minoré, implique que A est borné par l'intervalle FA sup A. La partie A est limitée par son élément inférieur, son minimal, et son élément supérieur, son maximal. Dans les ensembles, il s'agit de son ensemble de définition d'une fonction x appartenant à A, B. Pour cela, on définit maintenant les ensembles mathématiques, qui sont en général supposés connus en mathématiques. Les différents ensembles qu'on traite désignés par le symbole M, Z, D, Q, R et C. Selon les inclusions les uns dans les autres, comme suit. M, c'est les entiers naturels qui sont inclus dans les entiers relatifs Z, qui sont eux-mêmes inclus dans les nombres décimaux, eux-mêmes inclus dans les nombres rationnels, et ensuite les réels, et enfin les complexes. On commence par les entiers naturels.
L'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire positifs, est noté n. n égale 0, 1, 2, 3, etc. etc. C'est un ensemble minoré par 0, mais non majoré. On ne connaît jamais le maximum de n. L'ensemble n est stable pour l'addition et la multiplication. Cela signifie que si j'additionne ou je multiplie deux entiers naturels quelconques, le résultat sera encore un entier naturel. Donc l'ensemble n est stable. n n'est pas stable pour la soustraction parce que les valeurs négatives ne sont pas incluses dans n. Les entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs est noté z. Z égale moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est des entiers. Dans ce cas, le nombre, l'ensemble n, il est non minoré, ni majoré, car il n'y a pas de valeur minimale ni de valeur maximale. L'ensemble infini n'est pas une valeur définie. L'ensemble z est stable pour l'addition, la soustraction et la multiplication. Tout entier naturel est un entier relatif. Z contient n. On dit que n est inclus dans z. Les nombres décimaux. Ce sont des nombres qui peuvent s'écrire comme quotient d'un entier relatif par une puissance d'exposant positif de 10. Un nombre est décimal s'il peut s'écrire sous la forme de a divisé par 10 à la puissance n. A appartenant à z et n appartenant à n. Exemple, 34,8 égale 348, je divise par 10. Ou bien, moins 0,65 égale moins 65, je divise par 100. Enfin, 2 égale à 2, je divise par 1. Sont des nombres décimaux. L'ensemble des nombres décimaux est noté d. Tout nombre relatif est un nombre décimal. Donc d contient z. Z est inclus dans d. L'ensemble d est stable pour l'addition, la soustraction et la multiplication. L'écriture décimale. La partie décimale compte un nombre fini de chiffres non nuls. La partie entière, un exemple 237, implique 237,459,6. La partie décimale est de 0,4596. L'écriture scientifique, c'est l'écriture sous forme du produit d'un nombre décimal ayant un seul chiffre non nul avant la virgule et d'une puissance de 10 d'exposant entier relatif. Exemple, 38 égale 3,8 multiplié par 10. 0,0562 égale 5,62 multiplié par 10 puissance moins 2. Ou bien, moins 96 631 égale moins 9,763,1 multiplié par 10 puissance 4. Les nombres rationnels. Ce sont les quotients d'un entier relatif par un entier naturel, non nul. Exemple, 3 sur 7, moins 11 sur 39. L'ensemble des nombres rationnels est noté Q. Tout nombre décimal est un nombre rationnel, donc Q contient D. Certains rationnels, pas tous, ont une écriture décimale. Par exemple, 1 sur 4, 1 quart égale 0,25 est un décimal, mais pas 9 sur 7. L'ensemble Q est stable pour l'addition, la soustraction et la multiplication et la division sauf par 0. Développement décimal illimité. La partie décimale d'un nombre rationnel non décimal compte une infinité de chiffres non nuls. Alors, dans ce cas, dans cette partie décimale, une même séquence de chiffres se répète indéfiniment. Exemple, 9 sur 7 est égal à 1, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57, etc., etc. La division ne s'arrête jamais. Enfin, on arrive au nombre réel. L'ensemble des nombres réels est noté R. Les réels non rationnels sont appelés irrationnels.
Exemple, racine de 2, par exemple, est irrationnelle. Il n'y a pas de valeur exacte dans R. On ne peut pas l'écrire sous forme d'un quotient d'un entier. Tout nombre rationnel est un nombre réel. R contient Q. L'ensemble R est stable pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, sauf par 0. De plus, la racine carrée de tout réel positif est dans R. Développement décimal illimité. La partie décimale d'un irrationnel compte une infinité de chiffres non nuls. Elle n'est pas formée d'une séquence de chiffres se répétant. Par exemple, la valeur pi égale 3, 14, 15, 80, etc. Il n'y a pas de valeur qui s'arrête. Tout réel est l'abscisse d'un point d'une droite munie d'un repère origine, unité, sens. Et inversement, tout point d'une droite graduée a pour abscisse un réel. On arrive enfin au dernier ensemble, c'est les nombres complexes. En mathématiques, l'ensemble des nombres complexes est créé comme extension de l'ensemble des réels. Quand on a en particulier un nombre imaginaire noté i, tel que i au carré égale moins 1. Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme a plus id, où a et b sont des nombres réels. On pense aux nombres complexes parce que on n'arrive pas à résoudre quelques équations dans R. Par exemple, résoudre une telle équation dans l'ensemble R est impossible. X multiplié par 10 moins x égale 40. Le calcul du discriminant delta est négatif, donc pas de solution dans R. La solution de cette équation, dans les nombres complexes, où il est possible de trouver la racine carrée des nombres négatifs, remplaçant le moins 1 par i au carré. La solution est un point à deux composantes, représentant la partie réelle sur l'axe des abscisses et une autre partie imaginaire sur l'axe des ordonnées, comme le montre dans ce graphe, où on trouve en abscisse RE la partie réelle et en ordonnée IM la partie imaginaire. Donc, le nombre complexe est composé de x plus y. Enfin, on aborde maintenant les relations appliquées dans les ensembles, ce qu'on appelle des relations binaires. La relation s'applique sur des éléments d'un ensemble E. Si un couple A et B ordonné appartenant à E, la valeur A peut être liée à B par une relation R, telle que cette relation est soit vraie, soit fausse. On écrit A, RB, ça veut dire A en relation avec B. A et B appartenant à E. Les relations binaires peuvent être des relations d'équivalence ou des relations d'ordre. La relation d'équivalence est une relation qui est dite une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique ou transitive. Réflexive, ça veut dire quel que soit A appartenant à E, A, RA. Ça veut dire R en relation, plutôt A en relation avec lui-même. Cette relation doit avoir un sens. Il faut qu'elle soit vraie. Symétrique, quel que soit A et B appartenant à E, A, RB implique B, RA. Il faut qu'elle soit vraie. Transitive, c'est quel que soit A, B et C appartenant à E, A, RB et B, RC implique A, RC. Vrai. La relation d'équivalence, elle permet de partager l'ensemble E en plusieurs classes, qu'on appelle des classes d'équivalence, des éléments de E ayant les mêmes propriétés. Exemple. Montrer que sur l'ensemble des entiers relatifs Z, on définit une relation d'équivalence telle que A, RB, ça veut dire qu'il existe un entier K tel que A moins B égale 2K.
La réflexivité. ARA implique A moins A égale 2A. C'est vrai pour K égale à 0. Symétrique. ARB implique BRA. Donc, ARB, ça veut dire A moins B égale 2K. Si on fait B moins A égale 2K, égale en même temps 2K'. Donc c'est vrai. La transitivité ARB et BRC impliquent ARC. Donc A moins B égale 2K, B moins C égale 2K' implique, si on fait la somme, A moins B plus B moins C, on trouve 2 facteurs de K plus K' égale 2 grand K. C'est vrai également. Alors, l'ensemble Z est partagé en 2 classes équivalentes. Quel que soit A et B appartenant à Z, A moins B égale 2K. C'est des nombres pairs et A moins B est égal à 2K plus 1, c'est des nombres impairs. Un deuxième exemple. Sur l'ensemble des droites d'un plan, on définit la relation D, R, D'. D et D' sont parallèles ou confondus. Montrez que R est une relation d'équivalence en précisant ces classes. Alors dans ce cas, pour la réflexivité, DRD implique que D est parallèle à elle-même. Donc c'est vrai. D est parallèle à elle-même. Une droite est parallèle à elle-même ou confondue. Pour la symétrie, DRD implique RD. Deux droites sont parallèles mutuellement. Si une droite est parallèle à une autre, la deuxième est parallèle à la première. C'est tout à fait normal. La transitivité DRD' et D'R seconde implique que DRD'. C'est vrai également. Les droites parallèles sont toutes parallèles entre elles. Donc si une droite est parallèle à A et la A est parallèle à D, donc la première parallèle est parallèle à la troisième. Donc R est une relation d'équivalence, c'est-à-dire que le plan contient des droites équivalentes. Les classes d'équivalence représentent les droites parallèles par rapport à une direction donnée. La relation d'ordre, comme son nom l'indique, il s'agit d'un ordre des éléments. Une relation R sur un ensemble E est dite relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Réflexive, quel que soit A appartenant à E, ARA a un sens, vrai. Antisymétrique, quel que soit A et B appartenant à E, A, RB implique BRA. C'est vrai, si et seulement si A égale B. Transitivité, quel que soit A, B et C appartenant à E, ARB et BRC impliquent ARC. Vrai. La relation d'ordre est totale lorsque tous les éléments de E sont concernés par la relation. Si au moins un élément ne satisfait pas la relation est partielle. Exemple. Sur l'ensemble des entiers naturels, on définit une relation d'ordre telle que ARB, A divise B. Réflexive. ARA, c'est vrai, A divise A. Donc, A sur A égale 1. Donc, c'est vrai. L'antisymétrique. ARB implique BRA. Vrai, si et seulement si A égale B. A divise B implique B divise A. C'est normal que sous la condition A égale B. C'est vrai. Transitivité. ARB et BRC impliquent ARC. Si A divise B et si B divise C, c'est tout à fait normal que A divise C. C'est vrai. Il s'agit dans ce cas d'une relation binaire d'ordre entre deux éléments, deux entiers naturels. Car pour tout couple AD appartenant à N, cette relation est satisfaite, sauf pour certains nombres dont la division donne des valeurs non entières. Exemple, le couple 3 et 5 donne 3 ne divise pas 5, ni 5 ne divise 3. Dans ce cas, il s'agit d'une relation d'ordre partiel et non une relation d'ordre total.